Ça peut paraître fou de se dire qu'un nombre au carré peut valoir -1. En effet, si on considère le carré d'un nombre comme l'aire du carré dont le côté vaut ce nombre, logiquement le résultat sera toujours positif, car on ne peut pas avoir une aire négative. Et si je vous disais qu'en fait, il existe un ensemble englobant les nombres réels qui contredit cette affirmation qui semble pourtant triviale. Les mathématiciens ont pris des siècles à accepter l'existence de nombres négatifs et irrationnels. Donc comment ont-ils pu admettre qu'un nombre au carré vaille -1 si facilement? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui les a poussés à créer un tel ensemble et que les nombres complexes ne se résument pas qu'à i carré égale -1. Un des premiers hommes qui a eu l'idée d'introduire la racine d'un nombre négatif est Jérôme Cardan. Durant le XVIe siècle, Cardan a publié un ouvrage mathématique nommé Ars Magna, le grand art, où il s'intéresse à la résolution d'équations polynomiales. Dans ce livre, il évoque sa découverte d'une formule permettant de résoudre des équations de degré 3 de la forme x³ plus px plus q est égal à 0. Déjà, ce qu'on sait, c'est que cette équation admet au moins une solution, parce qu'on cherche les nombres x tels que x au cube est égal à -px moins q, et la fonction cube parcourt tous les nombres réels. Il y aura donc forcément au moins une intersection entre la droite d'équation y est égal à x³ et celle d'équation y égale -px moins q. Ce que Cardan a démontré, c'est une formule pour trouver x dans cette équation. Et elle ressemble à ça. Elle est un peu longue, mais le problème est venu lorsqu'il a cherché les solutions de x³ égale 15x plus 4. Tout d'abord, on remarque que 4 est solution de l'équation, parce que 4 au cube vaut 64, et 15 fois 4 plus 4 vaut aussi 64. Cependant, lorsqu'on applique la formule de Cardan, on se retrouve à manipuler des racines négatives. Est-ce que 4 est égal à cette somme de racines cubiques? On ne peut pas vraiment être sûr. Il a donc écrit ces racines de nombres négatifs sans réellement donner une solution à ce problème. Mais un autre mathématicien du nom de Raphaël Bombelli n'a pas voulu laisser tomber cette histoire, et a décidé de calculer ce nombre en conservant les racines négatives. Il a supposé l'existence de racines de -121, et a donc déduit que x vaut racine cubique de 2 plus 11 racine de -1, plus racine cubique de 2 moins 11 racine de -1. Puis, on ne sait pas vraiment comment il a fait, probablement par tâtonnement, il en a déduit que ces racines cubiques valent respectivement 2 plus racine de -1 et 2 moins racine de -1. Ça semble bizarre, mais pourtant quand on les additionne, on tombe bien sur 4 qui est la solution qu'on avait trouvée au départ. Et c'est seulement 200 ans plus tard, en 1768, que le mathématicien Euler trouve un sens aux travaux de Bombelli et note i tel que i vaut racine de -1. Cela permet donc la simplification de l'écriture de racines impossibles. Par exemple, à l'aide de cette notation, on peut réécrire racine de -4 comme racine de -1 fois racine de 4, autrement dit 2 fois i. Néanmoins, cette notation racine de -1 a été oubliée car elle menait à trop d'ambiguïté et de contresens. Finalement, elle a été remplacée par le fameux i carré égale -1 que vous connaissez tous. Donc, pourquoi i n'est pas égal à racine de -1 ? Cette notation semblait pourtant bien marcher. Bien que cette notation soit très utilisée, elle n'est pas tout à fait exacte. Raisonnons par l'absurde et supposons que i soit égal à racine de -1. Alors, on peut élever les deux membres au carré et i carré est égal à racine de -1 au carré. Mais élever un nombre au carré revient à le multiplier par lui-même, donc on peut le réécrire comme racine de -1 fois racine de -1. Or, un produit de racines est égal à la racine du produit, donc i au carré est égal à la racine de -1 fois -1, ce qui donne i carré égale racine de 1, c'est-à-dire 1. Cela est contradictoire, car on sait que i carré vaut -1. Si on suppose que i est égal à racine de -1, on se retrouve avec i au carré est égal à 1. Donc l'hypothèse de départ est nécessairement fausse. Bref, de là sont nés les nombres complexes de la forme a plus ib avec a et b des nombres réels. Une manière de représenter ces nombres est sur le plan complexe. Tandis que la représentation des nombres réels s'arrête à une droite contenant tous les nombres complexes, eux, se représentent sur un plan dont l'axe des abscisses désigne la partie réelle du nombre, le nombre a, et l'axe des ordonnées, quant à lui, désigne la partie imaginaire, donc le nombre b. Leur utilisation simplifie vraiment beaucoup de choses en algèbre, parce qu'ils permettent la résolution de n'importe quelle équation polynomiale. Dans un manuel de maths qui introduit les lycéens à ce nouvel ensemble, voilà par quoi démarre le chapitre sur les nombres complexes.
Avertissement au lecteur. En lisant ce chapitre, vous allez pénétrer dans un royaume dont vous ne ressortirez jamais. Vous qui entrez ici, abandonnez non pas tout espoir, mais tout préjugé. Les objets vont se mouvoir d'une façon que vous ne pourrez pas prévoir. Dans ces conditions, le retour au monde réel serait trop brutal et trop cruel. Il est encore temps de reculer. Alors, qu'est-ce qui est différent avec cet ensemble? Tout d'abord, les opérations sur les nombres complexes peuvent s'exprimer de deux façons différentes. Pour l'addition, nous pouvons soit additionner séparément les parties réelles et imaginaires de chaque nombre, soit représenter les nombres sous forme de vecteurs dans le plan complexe, puis les additionner géométriquement. Pour la multiplication, nous pouvons utiliser la forme algébrique a plus ib et développer, ou bien additionner les angles des vecteurs dans le plan complexe et multiplier leurs normes. Pour mieux visualiser l'utilité des nombres complexes, on va les utiliser pour résoudre une équation du second degré dont le discriminant est négatif. Prenons par exemple le polynôme x carré sur 2 plus x plus 2. Son discriminant est négatif car il vaut moins 3. Si je le trace sur un plan, on voit bien que sa courbe ne touche jamais l'axe des abscisses. Et c'est normal, car il n'a pas de racine réelle. Alors, comment visualiser ces racines complexes? Pour cela, on ne va pas tracer cette courbe sur un plan à 2 dimensions, mais sur un plan à 3 dimensions. L'axe x représente ici la partie réelle d'un nombre, et l'axe y représente la partie imaginaire de ce nombre. Ici, la surface en bleu représente la partie réelle du nombre, et la surface rouge représente la partie imaginaire. Si on cherche les intersections de ces surfaces quand elles sont nulles simultanément, alors on remarque que ces deux points sont les racines de ce polynôme. Ce sont -1 moins i racine de 3 et -1 plus i racine de 3. Aussi, on peut tracer le module de z en fonction de x et de y. Un nombre complexe est nul si et seulement si son module, c'est-à-dire sa distance à l'origine, vaut 0. Donc on observe de la même manière les racines de ces polynômes à travers la surface orange. Toutefois, on peut se demander si un jour, on aura besoin de créer un ensemble plus grand que C. On sait que ce ne sera jamais le cas, et c'est parce que l'ensemble des nombres complexes est algébriquement clos. C'est-à-dire que pour toute équation polynomiale à coefficient complexe, on sait que la solution, elle aussi, sera complexe. Il ne peut pas y avoir de solution en dehors de C. Alors que l'ensemble R n'est pas clos. Rien que l'équation x carré plus 1 égale 0 n'admet pas de solution réelle. Et c'est pour ça qu'on a créé l'ensemble des nombres complexes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a encore plein de choses dont je n'ai pas parlé, comme la forme trigonométrique, exponentielle, les formules de Moivre. Donc si vous voulez une seconde partie dans laquelle je vais plus en détail, dites-le moi en commentaire. D'ailleurs, j'ai créé une newsletter où je partagerai des faits intéressants sur les maths que je ne traiterai pas en vidéo. Donc je vous mets le lien en description. Bref, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, et sur ce, à bientôt.